Bonjour tout le monde, donc cinquième cours d'évaluation et certification. Donc aujourd'hui on va parler comme d'habitude de plusieurs thèmes en fait pour varier un peu les plaisirs de l'évaluation et de la certification. Donc on va parler de la médiation évidemment et de la manière dont ça implique éventuellement plusieurs locuteurs en général d'ailleurs ou plusieurs concepts expliqués à un locuteur. Et donc de l'activité, des différentes activités langagières que ça peut impliquer, comme l'explication, le développement, enfin toute une série de l'exemplification, toute une série de choses qu'on va trouver dans la médiation et qui est donc un des volets des quatre types d'activités, des quatre types de compétences actuelles. Voilà, donc on va parler de la médiation beaucoup. On va parler du niveau C, donc C1, C2, principalement du C1 parce que le C2, vous aurez peu probablement à en faire passer et peu à en évaluer. Et ensuite, on va mettre terminer sur une petite ouverture en fait, qui vous donnera un aperçu un peu plus large de la façon dans laquelle s'inscrivent, enfin de l'univers en gros, dans lequel s'inscrivent les niveaux du cadre européen commun de référence, avec le guide pour le développement de la mise en œuvre de curriculum pour une éducation plurilingue et interculturelle. Donc on va voir qu'il y a une réflexion évidemment au-delà de l'enseignement des langues sur l'insertion de cet enseignement des langues dans les curricula. Et on va donc faire un petit insight, un petit aperçu en fait de certains contenus de ce guide pour le développement et la mise en œuvre des curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle, à travers en fait les deux ou trois extraits en fait du guide parce qu'il est assez complet. Donc on regardera un petit peu la partie grammaticale, un petit peu la partie curriculum et un petit peu la partie type de texte pour voir un peu sur quoi s'appuie ce genre de construction curriculaire. Bon, c'est vraiment un thème assez intéressant, en fait, tout ce qui est construction curriculaire, parce que ça va avec beaucoup de réformes qui sont en cours dans différents pays sur les systèmes éducatifs. C'est un peu ce sur quoi j'ai travaillé quand j'étais au Vanuatu, en fait. Donc une réforme de système éducatif pour aller vers un enseignement bilingue. Et là, évidemment, la place des différentes langues, la place de l'enseignement des différentes langues se posait d'emblée, évidemment, puisqu'on était dans une situation éminemment multilingue, donc avec une densité linguistique très très forte, et interculturelle aussi, bien sûr. Donc, et ces questions de multilinguisme et de plurilinguisme donc chez les individus, de construction du plurilinguisme, vont être évidemment passionnantes et vont être receler de gros enjeux sur le système éducatif et sur les questions politiques, évidemment. Donc voilà, donc on va parler de tout ça aujourd'hui, donc niveau C, médiation et guide pour la mise en œuvre, pour le développement et la mise en œuvre des curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle, donc en la suite des travaux du Conseil de l'Europe en fait, et l'inscription des travaux du Conseil de l'Europe que vous connaissez, que vous commencez à bien connaître, donc le cadre européen commun de référence et son volume complémentaire, dans une vision plus large en fait de l'ensemble des systèmes éducatifs. Bien, donc on va travailler sur la médiation. Mais avant, je voulais vous montrer un petit dessin parce que ce qui m'a fait penser en fait l'autre jour à ceci, hop, afficher l'image. Voilà, donc c'est le petit dessin auquel m'a fait penser en fait l'une des données du cadre, l'un des écrits du cadre, où l'une des tâches possibles c'était collaborer pour assembler un meuble en kit. Donc je pense qu'ils seront certainement beaucoup amusés avec cette image-là, en fait, surtout venant d'une instance européenne. Donc Brexit, voilà, donc c'est un petit clin d'œil humoristique pour commencer cette semaine qui va peut-être pas être très facile pour vous avec le confinement et pour moi non plus d'ailleurs, c'est pas très marrant. Donc j'espère que tout va bien de votre côté
Donc on va attaquer la médiation, évidemment, après ce petit Brexit. Voilà, donc la médiation, donc vous avez une idée de ce que c'est, hein. Il s'agit de se positionner comme intermédiaire, en fait, pour véhiculer du sens vers un autre interlocuteur. Hein, donc, c'est-à-dire, par exemple, expliquer un texte, traduire, donner des exemples, développer. Tout ça, c'est des activités de médiation. Hein, donc, la médiation, l'élaboration et la validation des échelles pour la médiation sont décrites dans le texte. Élaborer des descripteurs pour illustrer les aspects de la médiation pour le cadre européen commun de référence pour les langues. Donc évidemment, chaque fois, en fait, une chose qui est assez intéressante en fait, dans les pratiques du Conseil de l'Europe, c'est qu'à chaque fois, vous allez avoir un peu la genèse en fait, des textes. Et si vous regardez par exemple le guide pour l'élaboration des politiques linguistiques, qui est un autre document fabriqué par le Conseil de l'Europe, vous allez avoir une série d'études de référence au départ. Bon, ça, on en parlera beaucoup dans le cours de politique linguistique, en fait, qui vont permettre de voir où s'ancre la réflexion, en fait, dans quelles données concrètes s'ancre la réflexion. Donc, par exemple, vous avez une étude de référence sur la situation linguistique en Australie, les différentes communautés, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir ça, même si on n'est pas d'accord, pas forcément d'accord avec ce que fait le Conseil de l'Europe. Bon, il y a quand même une approche qui mentionne ces sources, une approche relativement universitaire et scientifique, même si on discutait l'autre jour des questions de scientificité de toute cette démarche, il y a quand même quelque chose qui permet d'y voir un peu plus clair. Hein. Donc l'objectif était de fournir des descripteurs élargissant la vision de la médiation présentée dans le texte éducation, mobilité, altérité, la fonction de la médiation à l'école. Donc vous voyez qu'évidemment la médiation, en fait, c'est une activité très très riche, que dans l'activité d'enseignement, on est un peu toujours dans la médiation et qu'on peut susciter des activités de médiation chez les élèves pour avoir un enseignement mutuel entre pairs, donc ce qui est intéressant. Hein. Et ce qui permet évidemment de faire évoluer les deux. Hein. Je veux dire, c'est pas seulement celui qui explique, enfin celui à qui on explique plutôt, qui profite de la médiation, mais aussi celui qui explique, en fait, va clarifier ses idées sur ce qu'il est en train d'expliquer. Dans la médiation, l'utilisateur apprenant agit comme un acteur social créant des passerelles et des outils pour construire et transmettre du sens, soit dans la même langue, soit d'une langue à une autre. Médiation interlangue, donc ça c'est tout ce qui concerne la traduction ou l'explication, par exemple si vous expliquez que les termes, par exemple, ne recouvrent pas la même réalité dans une langue et dans une autre. Bon, l'exemple le plus simple que je cite souvent, c'est en breton, glace, qui recouvre aussi bien le bleu que le vert, armor azo glace, la mer est bleu-vert, bleu ou verte. Donc là, on voit bien que l'extension en fait, du terme n'est pas la même dans une langue et dans l'autre. C'est pareil pour plein de choses, hein, évidemment, pour les sentiments, bon, sans même parler des connotations qu'on peut avoir. Donc ces types d'explications-là sont bien dans la médiation. Donc l'accent est mis sur le rôle de la langue dans des processus tels que créer l'espace et les conditions pour communiquer et ou apprendre, collaborer pour construire un nouveau sens, encourager les autres à construire et à comprendre un nouveau sens et faire passer les informations nouvelles de façon adéquate. Le contexte peut être social, pédagogique, linguistique ou professionnel, hein, évidemment. Donc vous avez plusieurs types de contextes dans lesquels il va y avoir de la médiation. Hein. Pédagogique, donc c'est un contexte où la médiation est évidemment très fréquente, mais social aussi, vous allez avoir très souvent en fait, des explications, des négociations autour de concepts pour se mettre d'accord, etc. Linguistique, donc portant sur la langue, comme les exemples que je viens de vous donner, en fait sur l'extension d'un terme ou autre, ou professionnel, donc des explications dans le domaine professionnel, hein, sur les pratiques, la culture de l'entreprise, que sais-je encore, l'utilisation de telle ou telle machine, la médiation conceptuelle en fait autour de concepts qui sont éventuellement propres ou particuliers dans un type d'univers professionnel. Donc on va voir les différents types d'activités et on va faire un petit insight après de 2 ou 3 activités de médiation parce que bon, la partie très très générale sera forcément relativement moins intéressante. Donc vous avez plusieurs types de médiation, hein, je dirais évidemment. Donc on a parlé de la médiation de texte, donc ça on regardera
par exemple, traiter un texte à l'oral ou à l'écrit. Hein. Donc la médiation de texte, c'est tout ce qui est explication de texte. Il faut bien prendre conscience que la mention des textes ici recouvre les textes et les discours oraux hein, et l'oral en général, et qu'elle s'inscrit dans une perspective plutôt de gens qui font de l'analyse du discours. Hein. Les auteurs du cadre sont plutôt des théoriciens de la période de l'analyse du discours. Et donc quand ils parlent de textes, en fait, ils parlent à la fois des textes oraux et des textes écrits. Hein. Donc vous avez, par exemple, traduire un texte écrit à l'oral ou à l'écrit, traiter un texte à l'oral, à l'écrit. Donc là, le texte, évidemment, bon, on peut avoir des textes écrits ou des textes de style oral. Transmettre des informations spécifiques, expliquer des données, par exemple dans des graphiques, des diagrammes, à l'oral ou à l'écrit. Donc ça, c'est une compétence aussi un peu particulière. Donc quand on explique un diagramme, quand on s'appuie sur des données dans des graphiques, etc., mais il va falloir évidemment être capable de lire le graphique et de pouvoir donner des explications sur tel ou tel type de choses. Vous avez évidemment un bon exemple en ce moment avec l'explication de toutes les courbes sur le virus et le fait que, par exemple, sur la Covid, hein, évidemment, et le fait que la maladie soit décalée par rapport à la contamination, puis qu'ensuite le remplissage des services d'urgence soit encore décalé. Donc vous allez avoir plusieurs courbes de cet ordre-là. Donc bien sûr, plein de gens à la télévision vont vous expliquer ce type de données et de graphiques. Donc médiation de texte aussi, prendre des notes, donc rentre dans les activités de médiation, hein, en fait, puisque là on synthétise d'une manière différente, où on extrait de l'information de longs textes oraux, hein, conférences, séminaires, réunions, etc. Exprimer une réponse personnelle à l'égard de textes créatifs, incluant la littérature. Donc vous voyez qu'on est dans des compétences assez mixtes hein, dans la médiation. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'explication tentant d'être objective, comme on peut avoir de l'expression du goût, par exemple, sur de la littérature. Analyser, critiquer des textes créatifs, incluant la littérature, donc même type de compétences, hein, où on va aussi exprimer du goût et ses préférences personnelles. Donc médiation de concepts, donc coopérer dans un groupe, faciliter la coopération dans les interactions avec les pairs. Par exemple, médiation de concept, bah, vous avez un bon exemple dans l'explication que je vous ai donnée, enfin, j'espère que c'est un bon exemple, sur les différents concepts autour de la théorie de l'énonciation, dans l'autre cours sur énonciation, notion et opération. Donc, par exemple, quand j'ai expliqué le concept de notion selon Antoine Cuglioli, donc c'est de la coopération pour construire du sens, pour se mettre d'accord sur une terminologie. Faciliter la coopération dans les interactions avec des pairs, donc se mettre en position, enfin créer un espace, justement, là on est dans l'idée de créer un espace où on va coopérer pour faciliter la coopération et la compréhension. Mener un groupe de travail, donc gérer des interactions, susciter un discours conceptuel. Donc dans la gestion du groupe de travail, évidemment, là aussi il y a cette idée de construction d'espace autour d'une collaboration interactive. Donc gérer les interactions, distribuer la parole, essayer de mettre en valeur les arguments de tel ou tel, intégrer les interlocuteurs dans un groupe, etc. Donc là, on est toujours dans la médiation, médiation de concepts et médiation des interactions. Médiation de la communication, donc établir un espace pluriculturel, agir en tant qu'intermédiaire dans des situations informelles, faciliter la communication dans des situations délicates et des désaccords. Donc là, il s'agit, c'est tout ce qui porte plutôt sur la communication en elle-même, non pas les concepts, mais plus le canal en fait et la manière de communiquer. Et la manière de communiquer est liée à la pluriculture, en fait, liée aux cultures différentes. Dans la manière de communiquer et de se placer par rapport à un auditoire ou par rapport à un groupe, il va y avoir des différences culturelles éventuellement assez importantes. Donc on va essayer de médier en fait ces questions-là pour que tout le monde puisse trouver sa place et pour que tout le monde puisse parler. Je veux dire, faciliter la communication dans des situations délicates et des accords, c'est la même chose. Des fois, vous verrez que beaucoup de conflits, en fait,
naissent plutôt d'une incompréhension ou d'une difficulté à verbaliser ou à s'expliquer. Hein. Déjà, on le savait déjà depuis les philosophes grecs comme Aristote, hein, évidemment, qui dit que, bien sûr, il faut être capable, en fait, d'argumenter dans la langue, de s'expliquer, et que la rhétorique, en fait, donc la capacité à argumenter de façon efficace et discuter, va être un des moyens d'éviter le conflit physique et la dégénérescence des conflits. Il est évident que dans certaines situations de communication, le conflit va être exploité comme tel, c'est-à-dire qu'on va dramatiser un conflit parce qu'on a d'autres objectifs. Je veux dire, quand vous voyez par exemple ce qui se passe actuellement entre la France et la Turquie, je veux dire, on va dramatiser un conflit parce que on a du mal à régler sa situation intérieure ou parce qu'on a besoin justement de conflits ou d'ennemis extérieurs pour recimenter un peuple ensemble. Ça marche dans les deux sens, hein, ça marche dans tout ce genre de choses-là est très très fréquent et je veux dire, c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement une constatation en fait, que très souvent dans des situations délicates ou des désaccords, on peut essayer de se comprendre, comme on peut dramatiser le conflit parce qu'on a d'autres intérêts à l'extérieur. Les stratégies de médiation, stratégies pour expliquer un nouveau concept et des stratégies pour simplifier un texte. Donc, les stratégies pour expliquer un nouveau concept, relier un concept à un savoir préalable, c'est-à-dire par exemple montrer à l'interlocuteur qu'il connaît déjà un certain nombre de choses sur le concept. Hein. Donc par exemple, bon, je veux dire, il y a des choses qu'on fait aussi en linguistique. Par exemple, quand on montre à quelqu'un qui apprend l'anglais que évidemment il connaît déjà plein de mots d'anglais parce qu'il y a plein d'emprunts à l'anglais dans la langue qu'il parle. Hein. Ça c'est une technique pour relier des choses à un savoir préalable. On peut aussi relier, par exemple, si je vous parle de génétique, je vais relier ça à des choses que vous savez peut-être sur la manière dont les fleurs de pois de senteur se colorent en fonction de leur croisement. Hein. Je veux dire, c'est de la génétique déjà, mais c'est une forme de génétique assez simple. Décomposer une information compliquée, donc décomposer, donc hiérarchiser en fait les différentes choses, découper une information en petits bits, si j'ose dire, en petits éléments minimaux d'information pour la rendre plus simple, adapter son langage, parler plus simplement. Et les stratégies pour simplifier un texte, donc amplifier un texte dense, donc lui donner plus d'extension, élaguer un texte, au contraire couper tout ce qui est digression, passage inutile, et essayer d'aller droit au but. Donc il y a différentes stratégies, vous voyez qu'il y a à la fois des activités de médiation, évidemment, et différentes stratégies de médiation dans ce type d'activité, dans la médiation en général. Donc il y a ces deux aspects-là. Donc si on rentre dans les détails des différentes compétences en médiation, donc là on va regarder une qui est, je trouve, très intéressante parce qu'il s'agit de traiter un texte en fait, et donc des tâches assez complexes qui sont faisables, qui sont réalisables à plusieurs niveaux comme on va le voir. Mais évidemment pas encore au niveau A1, puisque là, en fait, ça suppose des compréhensions, des capacités de compréhension en lecture, capacité de dégager de l'information, éventuellement de la reformuler. Donc évidemment, on est au-dessus du niveau A1. Donc traiter un texte suppose comprendre l'information et ou les arguments du texte source, puis les transférer à un autre texte, en général en les résumant de façon à ce qu'ils conviennent au contexte de la situation. Donc c'est lecture, compréhension, synthèse et transfert à un autre contexte en fait. Donc on a notre texte écrit par exemple et on va le transformer en texte oral en synthétisant les informations. En d'autres termes, le résultat est un condensé et ou une reformulation des informations d'origine et des arguments, l'accent étant mis sur les points et les idées importants du texte source. Le mot-clé des échelles de traitement de l'information, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, est résumé. Vous savez que c'est une activité complexe, un résumé, même pour des gens dont c'est la langue maternelle, c'est pas forcément évident. C'est le genre d'activité qu'on met en fin en fait, d'apprentissage, de résumer l'argumentation autour des textes, la discussion. Ça va plutôt vers le moment où on est, pour des locuteurs natifs,
vers l'adolescence, après l'enfance en tout cas. Hein. Alors que transmettre des informations spécifiques, l'utilisateur, l'apprenant, ne lira certainement pas le texte entier, sauf si l'information est bien cachée. Dans traiter un texte, il ou elle doit d'abord bien comprendre tous les points essentiels du texte source. Traiter un texte est ainsi en relation avec lire pour s'informer et discuter, parfois intitulé lecture détaillée ou lecture attentive, même si l'information en question a été donnée oralement dans une présentation ou un exposé. L'utilisateur apprenant peut alors choisir de présenter l'information au destinataire dans un ordre tout à fait différent en fonction du but de la rencontre. Les notions clés concrétisées dans ces deux échelles sont les suivantes. Donc, résumer les points essentiels d'un texte source, collecter des informations et des arguments de différentes sources, identifier et expliquer au destinataire, le public visé, l'objectif et le point de vue de l'original. Donc il faut aussi, vous allez voir que tout à l'heure quand on va regarder les descripteurs plus en détail, en fait, il faut aussi être capable en fait, d'identifier le contexte de production du texte et donc éventuellement les non-dits, l'implicite, donc toute une série de choses, enfin, là dans les niveaux les plus élevés, hein, vers le niveau C, on va commencer à repérer l'implicite, les connotations culturelles, s'il y a de l'ironie, du sarcasme, différentes formes en fait de prise en charge du texte source. Voilà. La progression vers le haut a les caractéristiques suivantes. En général, plus on monte dans l'échelle et plus le processus décrit par le descripteur est exigeant d'un point de vue cognitif et linguistique, et plus la variété des types de textes est grande, plus le degré de complexité et l'abstraction des thèmes sont importants, plus le vocabulaire est sophistiqué. Donc évidemment, plus les textes vont être abstraits, je veux dire, il y a évidemment des textes que même un locuteur de la langue maternelle aura du mal à comprendre. Vous prenez un texte de linguistique théorique ou un texte de philosophie, c'est difficile, enfin pas tous heureusement, mais certains sont difficiles à comprendre, même des locuteurs natifs, entraînés. Je veux dire, dans ce cas-là, il faut être vraiment dans l'univers où sont produits ces textes et avoir un certain nombre de connaissances aussi intertextuelles pour être capable de les interpréter. Au niveau alors, donc il n'y a pas de descripteur pour le niveau A1, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au niveau A2, l'apprenant peut avoir besoin de pallier son répertoire limité par des gestes, des dessins ou des expressions venant d'autres langues. Donc il va y avoir au niveau A2 du code switching, hein, en fait. Voilà, au niveau inférieur, donc au niveau B1, pardon, les textes comprennent des programmes télévisés, des conversations et des textes écrits bien structurés sur des sujets d'un certain intérêt. Au niveau B2, l'utilisateur apprenant peut faire la synthèse des informations d'un certain nombre de sources et les communiquer par exemple, comme par exemple des interviews, des reportages, des films et des textes écrits complexes de son domaine d'intérêt. Donc là, la synthèse en fait aussi de plusieurs textes, de plusieurs sources d'informations, là aussi c'est un exercice particulièrement complexe, donc qu'on n'abordera pas avant le niveau B2. Au niveau C, il ou elle peut résumer des textes professionnels et académiques longs et exigeants dans une langue bien structurée, déduire des attitudes et des opinions implicites et expliquer des différences fines dans la présentation des faits et des arguments. Donc résumer des textes professionnels académiques longs et exigeants dans une langue bien structurée. Donc aussi la structure, les apparences de la structuration des textes vont être aussi une des clés en fait de la difficulté. Quand vous avez un texte qui est bien structuré avec des paragraphes, éventuellement avec des intertitres, avec des connecteurs logiques bien présents, en fait, ce sera évidemment plus simple que des textes qui donnent une impression de moindre structuration. Donc on a des descripteurs ici, hein, évidemment. Pardon. Voilà. Donc les descripteurs ici. Donc au C2, hein, donc peut expliquer en langue B les déductions faites, alors que les liens et les implications ne sont pas explicites en langue A. Bon, ça c'est quand il y a de la traduction, évidemment, et souligner ce que la façon de s'exprimer de l'orateur ou de l'écrivain suppose de sous-entendus socioculturels. Donc ça suppose une connaissance fine, en fait, de la culture étrangère, hein, de la culture d'eux, par exemple des euphémismes, de l'ironie, des sarcasmes. Donc vous avez des quantités d'euphémismes, par exemple, c'est une tradition très très britannique, hein, par exemple le understatement, les euphémismes, pardon, et on commence à en voir beaucoup aussi en français, hein, de l'ironie très très souvent. Donc on va rire de quelque chose,
en créant une complicité avec l'interlocuteur. C1 donc, peut résumer en langue B de longs textes difficiles en langue A. Donc ça peut être interlinguistique, hein, je veux dire évidemment en traduction, ou alors dans le cas où tout se passe dans la langue cible, donc dans la langue B. Peut résumer en langue B une discussion en langue A qui a trait à son domaine de compétences académiques ou professionnelles, approfondir et évaluer les différents points de vue et identifier les points les plus significatifs. Peut résumer de façon claire dans un discours bien structuré en langue B les points structuraux de textes complexes oraux ou écrits en langue A non liés à ses domaines de spécialisation, en ayant parfois besoin de vérifier des notions techniques spécifiques. Peut expliquer en langue B des nuances subtiles dans la présentation de faits et d'arguments en langue A. Donc vous voyez, bon, à partir de C1, donc on a déjà des bonnes compétences en fait dans le traitement des textes à l'oral, mais on n'a peut-être pas encore toutes les compétences socio-culturelles nécessaires. Peut exploiter des informations et des arguments venant d'un texte complexe en langue A afin de commenter un sujet en langue B, de tirer des conclusions, d'ajouter son opinion, etc. Peut expliquer en langue B à la perspective ou l'opinion exprimée dans un texte oral ou écrit en langue A portant sur un sujet spécialisé et justifier ses conclusions en se référant à des passages précis du texte original. Donc il y a aussi cette gymnastique intellectuelle en fait d'expliquer quelque chose et de reprendre les éléments du texte original dont on a tiré une idée qu'on a éventuellement reformulée. Donc vous voyez que c'est des tâches linguistiques assez complexes et qui demandent aussi une certaine maturité intellectuelle, une certaine expérience de faire ce genre de choses dans sa langue maternelle. B2+, peut résumer en langue B les points importants de textes oraux longs et complexes produits en direct, en langue A, sur des sujets d'ordre général, y compris dans son domaine d'intérêt. Donc vous voyez que c'est un exercice aussi, enfin je veux dire, la médiation, c'est aussi un exercice qu'on peut faire quand on a des classes un peu hétérogènes pour que des apprenants les plus avancés puissent expliquer des choses à ceux qui sont moins avancés. Peut résumer en langue B des points importants de discussion complexes en langue A et évaluer les différents points de vue présentés. Voilà, vous avez donc toute une série de descripteurs ici. Si on redescend sur le plus simple, en fait, donc on va vers A2, en fait, peut rapporter en langue B des points principaux de programmes d'actualité simple en langue A, de la TV ou de la radio traitant d'événements, de sport, d'accidents, etc., si les sujets sont familiers et énoncés lentement et clairement. Donc ça, on peut travailler cette capacité de médiation on peut la travailler avec, par exemple, les journaux en français facile de RFI et la capacité à reprendre en fait des points ou à trier des informations. Vous voyez que c'est quelque chose qu'on travaille très progressivement en fait depuis le A2. A1 peut transmettre en langue B des informations simples et prévisibles de panneaux, avis, posters et programmes écrits en langue A. Donc ça, c'est vraiment du prélèvement d'informations sans transformation, qu'on reformule, enfin qu'on réitère plutôt, ou qu'on redit sans transformation, sans reformulation justement. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une graduation évidemment des capacités et que là on voit aussi que l'intérêt des descripteurs c'est qu'on voit que sur certaines compétences il va y avoir une différence entre C1 et C2. Et il va y avoir éventuellement pas de descripteur disponible pour les niveaux les plus élémentaires. Donc, je veux dire, on voit un peu l'intérêt de la graduation, de la finesse de la graduation de ces différents descripteurs. Voilà, alors un autre aspect qui est intéressant aussi dans ce volume complémentaire, en fait, et dans la partie médiation, c'est cette question sur la médiation de la communication. Donc on voit là qu'on est vraiment en fait dans une approche aussi interculturelle et que en fait les travaux sur l'interculturalité donnent lieu finalement à des recommandations assez concrètes. Donc ça c'est une partie intéressante aussi effectivement de ces travaux. Donc malgré la brièveté de la présentation de la médiation dans le cadre européen commun de référence de 2001, l'aspect social y est néanmoins souligné. Donc c'est ce que vous trouvez effectivement dans cette idée de didactique du plurilinguisme et de l'interculturel. Je veux dire, il y a un aspect social, évidemment, de médiation et de rencontres interculturelles et de capacité à fabriquer un espace interculturel où justement on puisse arriver à régler ou à prévenir des conflits interculturels. Je veux dire, c'est vraiment un aspect intéressant de la question.
La médiation concerne un utilisateur de la langue qui joue le rôle d'intermédiaire entre différents interlocuteurs, exerçant des activités qui tiennent une place considérable dans le fonctionnement langagier de nos sociétés. Donc c'est vrai que les activités de médiation, elles ont une place importante et c'est étonnant que jusque-là, en fait, on n'y ait pas tellement travaillé. On a commencé, je pense, à y travailler quand on a commencé à accélérer un peu, en fait, les rencontres, enfin, les mouvements dans le monde, enfin, c'est-à-dire les voyages, les contacts entre cultures. Et évidemment, moi, je veux dire, les premiers voyageurs étaient certainement conscients, en fait, de ces questions d'interculturalité. Quand on regarde par exemple des voyages à la cour de Louis XIV, donc il y a 4 siècles, oui, à peu près 4 siècles. Donc on voit par exemple les voyages du souverain du Mali à la cour de Louis XIV, ou les ambassadeurs du Siam qui arrivent à la cour de Louis XIV aussi et qui ramènent des quantités de présents, etc. On voit que, bon, évidemment, il devait avoir une idée de ce qu'était l'interculturalité et il découvrait quelque chose, mais en même temps, il découvrait quelque chose qui était complètement inconnu. Je veux dire, si vous lisez quelques bouquins sur les relations en fait entre le Siam, donc l'actuelle Thaïlande, le royaume du Siam à l'époque, et la cour du roi Louis XIV, c'est assez fascinant et ça se termine d'ailleurs par un énorme malentendu interculturel. Donc on voit bien qu'on a progressé là-dessus et c'est quelque chose de très très passionnant à regarder. La langue n'est pas l'unique cause de difficultés que les gens peuvent avoir pour se comprendre, bien entendu. Je veux dire, c'est ce qu'on a vu au travers différents cours ici, et vous avez certainement vu au travers vos pratiques, en fait. Donc évidemment, la langue, elle est inscrite dans une culture, et c'est pour ça qu'on ne sépare plus l'enseignement des langues et des cultures, mais remettre en cause, en fait, profondément ces représentations culturelles en découvrant une autre langue et une autre culture, eh bien, c'est pas si facile que ça. On s'en rend compte tous les jours, et peut-être en particulier là, dans la période actuelle, je veux dire, il y a de quoi faire du point de vue du dialogue interculturel. Je veux dire, on voit bien que c'est très difficile des fois de se comprendre entre cultures différentes et d'arriver justement à créer cet espace de médiation où on puisse dialoguer en dédramatisant toutes les situations, en fait. Même en réduisant la médiation au fait de rendre un texte compréhensible, la difficulté de compréhension pourrait fort bien s'expliquer par un manque de familiarité avec le champ ou le domaine concerné. Comprendre l'autre demande un effort de transposition de sa propre perspective à celle de l'autre, en gardant présente à l'esprit les deux perspectives. Les gens ont parfois besoin d'une tierce personne ou d'un espace tierce pour atteindre cet objectif. Pour créer les conditions de la compréhension et donc de la communication, on doit parfois affronter des situations délicates, des tensions ou des désaccords. Les descripteurs pour médiation de la communication concernent donc directement les professeurs, formateurs, étudiants et professionnels qui souhaitent accroître leurs connaissances et leurs compétences dans ce domaine afin de parvenir à un meilleur résultat dans leur façon de communiquer dans une ou plusieurs langues particulières, spécialement lorsqu'il s'agit d'un élément interculturel. Bon, il y a plein de choses, hein, évidemment, là-dedans. Hein, je veux dire, donc, déjà, en fait, ce qui est assez rassurant en fait, dans la communication interculturelle, c'est que très souvent, les gens, même s'ils n'ont pas travaillé spécialement là-dessus, ont une conscience du fait que les autres cultures fonctionnent de façon différente. Il y a un proverbe en bambara qui dit Donan Nientanchi, c'est-à-dire l'étranger est aveugle. L'étranger ne voit pas la réalité comme nous, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, on peut très bien passer tout à fait à côté de certaines réalités, même d'ailleurs être quasiment aveugle à certaines réalités. C'est Pierre Alexandre, un professeur de bantou, qui me racontait qu'il était parti chasser l'éléphant avec des pygmées. Et là où les pygmées voyaient l'éléphant à travers la forêt, enfin à travers les branchages en tout cas, l'éléphant qui était à quelques mètres d'eux, Pierre Alexandre lui-même ne le voyait pas du tout. Donc l'étranger peut être aveugle, mais en même temps on sait que c'est un étranger, donc on va lui pardonner un certain nombre de ses gaffes. Si par exemple il ne respecte pas la proxémique ou il ne connaît pas un certain nombre de choses, ça va être choquant, mais on va savoir qu'il le fait parce qu'il n'est pas de la même culture que vous. Donc l'intérêt c'est maintenant d'aller plus loin que ça en fait et de construire un espace où on puisse s'expliquer nos représentations culturelles le plus finement possible
voilà, et arriver à se comprendre en fait, ou en tout cas à améliorer notre compréhension de l'autre à travers ce type de choses. Donc, établir un espace pluriculturel, donc cette échelle traduit la notion de la création d'un espace partagé entre des interlocuteurs différents d'un point de vue linguistique et culturel, c'est-à-dire la capacité à traiter l'altérité afin d'identifier des ressemblances et des différences permettant de s'appuyer sur des caractéristiques culturelles connues ou inconnues, etc., dans le but de permettre la communication et la coopération. L'utilisateur apprenant vise à rendre possible un environnement interactif positif pour qu'il puisse y avoir une bonne communication entre participants de contextes culturels différents, y compris de contextes multiculturels. Il ou elle ne fait pas qu'utiliser son répertoire pluriculturel pour accepter ou mettre en valeur sa mission ou son message, CF, exploiter un repère pluriculturel. Il accomplit un réel travail de médiateur, créer un espace commun neutre et fiable afin d'améliorer la compréhension entre tous. Il ou elle cherche à améliorer et à approfondir la compréhension interculturelle entre les participants afin de prévenir ou surmonter d'éventuelles difficultés dues à des points de vue culturels contrastés. Le médiateur doit être constamment conscient des différences socio-culturelles et sociolinguistiques liées à la communication interculturelle. Les notions clés concrétisées dans l'échelle sont les suivantes. Utiliser le questionnement. Donc vous avez toute une série de notions qu'on va regarder un petit peu. Donc, utiliser le questionnement et manifester le désir de promouvoir la compréhension des normes et des points de vue culturels entre locuteurs. Donc se questionner réciproquement et construire une connaissance sur la culture de l'autre. Des fois, il y a simplement des choses qu'il faut savoir, en fait. Je veux dire, vous voyez le salut, le salut traditionnel des Thaïs, comme ça, donc qui a été remis au goût du jour par la distanciation sociale, puisque même notre ministre de la Santé s'est mis à saluer ainsi. Bon, il y a toute une série de codes autour de ça. C'est-à-dire que si vous saluez quelqu'un que vous respectez beaucoup, vous allez lever vos mains plus haut au-dessus de la tête, baisser la tête pour être plus bas que lui. Si vous saluez quelqu'un du même rang que vous, le salut va se faire à peu près à ce niveau-là, etc. Donc vous avez toute une codification qu'il faut apprendre. Et évidemment, ça, on peut vous l'expliquer. Je veux dire, de même, moi, ça m'est arrivé au Mali, au départ, de ne pas savoir, en fait, enfin, je ne savais pas au départ que quand on allait chez quelqu'un, en fait, on amenait un cadeau. Et il y avait un échange de cadeaux. Donc il y a le sama, c'est le cadeau qu'on amène, et le sama et je ne me rappelle plus le nom du cadeau qu'on trouve sur place. Niesili, voilà, qui veut dire littéralement devant vos yeux, assis devant vos yeux. Donc on amène un cadeau et la personne qui vous reçoit vous donne un cadeau. Il y a un échange de cadeaux. Donc il ne faut pas arriver les mains vides. Et en même temps, il ne faut pas faire un cadeau qui soit désobligeant, en fait. Donc un cadeau qui soit trop élevé ou trop cher pour que l'interlocuteur puisse vous rendre l'appareil ou quelque chose d'équivalent. Donc il y a un codage, il y a un code autour de ces cadeaux, évidemment. Donc tout ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, comme par exemple la manière de se positionner, la manière de saluer, la proximité avec l'interlocuteur, le fait de ne pas tourner les pieds vers un interlocuteur dans certaines civilisations, enfin bon, plein de choses évidemment qu'on va apprendre. Et tout ça, on peut l'apprendre évidemment, mais il faut avoir l'occasion en fait de créer un espace où on puisse faire des erreurs et où on puisse apprendre des comportements nouveaux. Donc faire preuve de sensibilité et de respect pour les différents points de vue, et normes socio-culturelles et sociolinguistiques. Donc là, on a malheureusement de très très bons exemples en ce moment. Je veux dire où effectivement il faut faire preuve de respect par rapport aux cultures des autres, ne pas insulter les cultures des autres de façon gratuite, malheureusement. C'est pas toujours le cas. Je veux dire, des fois on veut affirmer un peu trop ses droits par rapport au respect des interlocuteurs. Donc il faut faire attention à ça, évidemment, faire preuve de sensibilité. Alors vous avez vu que même quand on regarde, si vous avez regardé Nouvelles technologies et didactique des langues, vous avez eu le petit film de l'armée américaine où ils essayent de faire preuve de sensibilité dans l'interculturel. C'est assez intéressant de voir que ce discours quand même traverse pas mal de choses. Alors maintenant, est-ce qu'il modifie vraiment en profondeur les comportements? Bon, on l'espère. On espère que ça va opérer des modifications. Anticiper, traiter ou résoudre les malentendus dus aux différences socioculturelles
et sociolinguistique, donc c'est-à-dire se préparer en fait justement à anticiper, c'est-à-dire on peut se douter qu'il va y avoir certaines difficultés parce que telle culture va promouvoir tel type de comportement alors que l'autre va promouvoir un comportement opposé. Éviter donc les malentendus interculturels et les différences socioculturelles. Voilà, je ne vais pas m'étendre très très longuement, bon, je vous laisse regarder l'échelle, hein. Voilà, sur l'intérêt, l'empathie vis-à-vis de la culture de l'autre. Donc je vous laisserai regarder l'échelle tranquillement, parce que là ce serait très très long de rentrer dans le détail. Mais vous voyez que c'est bien présent en fait dans ce volume complémentaire et que c'est une partie certainement très intéressante du programme et de la manière de créer justement une société plurilingue et interculturelle qui fonctionne d'une manière plus apaisée. Voilà. Voilà, donc après avoir regardé un peu ce qu'il en était de la médiation, bon, je veux dire, évidemment vous avez le temps de continuer à regarder tout ça d'un peu plus près. C'est une activité, vous avez vu, enfin la médiation, c'est une activité de langage très très composite, hein. Je veux dire, ça suppose de la compréhension, ça suppose de la production, ça suppose de l'interaction aussi évidemment, et ça peut impliquer plus de deux protagonistes. Et ça peut être de la médiation donc de concepts, de la médiation de texte, voilà, de la médiation d'ordre linguistique où on explicite en fait les contenus linguistiques. Enfin, ça peut prendre différentes formes. Donc évidemment, cette activité de médiation, elle va être souvent plus difficile à cerner dans les épreuves et peut-être un peu plus difficile à évaluer. On va voir là, une épreuve maintenant, on va voir une épreuve de C1, donc on va voir que l'interaction, réforme 2020 aussi, donc qui vient après la question en fait de l'intégration, de l'interaction et de la médiation. Et donc là, on va voir que si l'interaction est mentionnée d'une façon explicite, en fait, la médiation, on la retrouve de façon implicite. Dans la manière dont on comprend des concepts à travers des textes, dans la manière dont on les reformule, dans la synthèse d'idées, etc. On est déjà dans des activités qui préparent à de la médiation. Voilà, donc on retrouve hein, le cadre habituel. Bon là on va probablement pas exploiter tout le sujet parce que ça devient très long évidemment. Là les textes oraux et les textes écrits deviennent assez longs. Par exemple le petit texte oral qui est une interview de Michel Serres, c'est assez dense et ça dure presque 7 minutes, hein. Donc on pourra écouter le début mais on va pas écouter entièrement en fait tout ça, d'autant plus que finalement, mis à part la complexité, sur la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, on reste sur des choses assez classiques, hein, je veux dire évidemment. Là où ça change en fait, c'est sur la production écrite et sur la production orale, où là on va avoir des capacités un peu nouvelles qui sont mobilisées, même si on peut avoir l'impression que c'est assez complètement classique. Donc les capacités de l'exercice de synthèse par exemple et l'essai argumenté. Et les exposés en production orale qu'on va regarder d'un peu plus près parce que là clairement en fait il y a à la fois de la médiation et de l'interaction. Donc on va commencer quand même par regarder un petit peu le sujet de compréhension de l'oral. Donc vous avez un enregistrement long, donc un texte long. Donc ça c'est évidemment, là on est dans du C1, donc on a des textes nettement plus longs, donc 6 minutes, un peu plus de 6 minutes même, je crois qu'il dure 6 minutes 20. Vous avez 3 minutes pour lire les questions, puis vous écoutez une première fois l'enregistrement. Vous avez ensuite 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écoutez une seconde fois l'enregistrement pour vérifier. Et vous avez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Donc vous avez un espace de brouillon ici pour prendre des notes de ce côté-là. Et une série de questions où il y a à la fois une partie QCM et une partie rédaction. Donc ça c'est très classique hein, dans cet entretien. La réflexion de Michel Serres porte principalement sur... Alors comme d'habitude, ce sera la même chose si vous concevez des examens ou des tests. On commence par de la compréhension globale. Donc quel est le thème général de l'exposé, enfin quel est le thème général du document. Et donc là dans cet entretien, la réflexion de Michel Serres porte principalement sur les éléments qui permettent de quantifier le bonheur, l'interprétation des statistiques liées au produit national brut, l'utilisation des chiffres du bonheur national brut par les politiques.
Voilà, vous voyez que donc on commence par une question de compréhension globale. Ensuite, on va aller dans la compréhension détaillée, probablement en partant du début, en fait, ce qui va permettre à l'élève d'anticiper, en fait, et de savoir quelle information il cherche au début, au milieu et à la fin du texte. Le journaliste introduit Michel Serres en affirmant que les catastrophes font la richesse d'un pays, le taux du PNB reflète le niveau du bonheur, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour Michel Serres, dans quelle mesure un accident peut-il être une chance pour l'économie? D'après Michel Serres, quelle est la relation entre la pollution et le PNB? Michel Serres soulève la question de l'équilibre à trouver entre la pauvreté et la richesse, la pauvreté et le bien-être, les catastrophes et l'économie. Pour quelle raison Michel Serres pense-t-il qu'il est difficile de mesurer le bonheur? Donc on va écouter le début du texte. Bonsoir Michel Serres. Bonsoir. Michel Serres, la semaine dernière, nous avons parlé du maquillage et vous nous disiez que rien n'est plus sérieux au monde que de se maquiller, que la première des techniques est le cosmétique. Cette semaine, nous allons parler du bonheur, on n'est pas très loin. Pas le bonheur simple, le petit bonheur que chantait Félix Leclerc, non, le bonheur statistique, le bonheur national brut, le BNB, le vrai. Notre monde est évalué par des chiffres illisibles pour le commun des mortels, comme par exemple notre richesse, qui est celle du pays, identifiée par le PNB, le produit national brut. Le PNB ne serait pas le reflet de notre bonheur. Les dirigeants politiques, voyant la dette augmenter, ont découvert un argument solide, vous nous le direz en tout cas. Un drame, une catastrophe, en créant de l'activité économique, augmente le PNB et donc la présomption de bonheur. Alors Michel, faut-il changer le thermomètre ? C'est une très vieille question. Ce n'est pas une question contemporaine. Elle a été posée dès le début où on a réfléchi à l'économie, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Et je crois que Auguste Comte déjà l'avait posée au début du XIXe siècle. Et cette question est très simple et en effet, elle peut se poser sur un cas concret tout simple. Prenons un accident de la route qui devient un accident mortel. Eh bien, c'est vrai, cet accident-là, quoi qu'il peut coûter 2 ou 3 morts et 10 blessés, eh bien, il augmente brut le PNB, c'est-à-dire le produit national brut, et tout simplement, il occupe des ambulances, il occupe des médecins, il occupe des infirmiers, il occupe des entreprises de pompes funèbres, il occupe des ferrailleurs qui vont prendre le cadavre de la voiture, il occupe les constructeurs d'automobiles qui vont revendre maintenant de voitures neuves. D'une certaine manière, cet accident, on peut le classer comme une aubaine économique. Voilà, donc vous voyez, en fait, bon, vous voyez, je vous laisse découvrir le sujet, hein, vous pourrez aller le revoir sur le site que vous voyez ici, donc sur France Podcast. Donc c'est le sujet 1 avec la réforme 2020. Donc voilà, donc vous avez cette compréhension orale qui est évidemment beaucoup plus complexe que dans les niveaux A et B. Et qui va porter aussi sur des données un peu plus abstraites, en fait, puisque Michel Serres est un philosophe. Donc c'est un texte relativement philosophique, même s'il se présente de manière assez simple. Bon, c'est évidemment, mais ça ne change pas grand-chose par rapport aux questions d'avant. En fait, on est un peu toujours dans le même type de choses, donc compréhension globale, compréhension détaillée, question de compréhension, etc. Compréhension des écrits, donc lisez deux textes. Alors là, évidemment, on est aussi dans des textes plus longs et plus complexes qu'au niveau A et B. Donc vous pouvez les lire aussi en détail et voir ce qui se passe. On a déjà un certain nombre de choses qui sont probablement un petit peu plus dans l'interprétation et dans le culturel. Puisque là, c'est des faits quand même assez culturels, en fait, sur la thématique du changement de vie, le tourisme à la ferme, le tourisme bio. Voilà, leurs parents partaient élever des chèvres à la campagne. Les cadres d'aujourd'hui quittent leur entreprise pour ouvrir des maisons d'hôtes. Crise de l'âge adulte ou choix rationnel. Donc vous voyez qu'on est dans un thème aussi quand même très très culturel, évidemment, très très lié à une culture, à la culture française et européenne. Alors je vous disais, ce qui est intéressant en fait, c'est plutôt dans le sujet de production orale en fait, parce que là vous allez trouver en fait à la fois de l'interaction et de la médiation. Le candidat tire au sort 2 sujets, il en choisit un, ensuite il dispose d'1 heure de préparation. Il doit présenter une réflexion ordonnée à partir du thème indiqué et des documents qui constituent le sujet. Son exposé sera suivi d'un débat avec le jury.
Donc interaction, lors de la passation, les deux parties s'enchaînent, mais vous signalerez au candidat le passage d'une tâche à l'autre. Donc sujet 1, thème de l'exposé, le travail est-il nécessaire au bonheur? Donc à partir de deux textes, en fait, faut-il aimer son travail pour être heureux et des vertus de la paresse. Donc on n'est pas encore dans l'éloge, le célèbre éloge de la paresse, hein. Mais vous voyez qu'on a deux textes qui vont fournir des arguments sur le travail fait-il le bonheur ou le travail est-il nécessaire au bonheur. À partir de là, le candidat en fait va faire une synthèse et il va présenter le thème, enfin il va argumenter sur le thème face à l'examinateur. Donc il est clair que c'est de la médiation en fait, de la médiation de texte et de la médiation conceptuelle aussi, puisqu'en fait c'est pas simplement de la médiation de texte, mais la médiation d'une rencontre de deux textes. Donc on est déjà dans cette thématique-là, dans la thématique de l'activité de médiation, de synthétiser les idées présentes dans deux textes. Ensuite vous avez une partie en interaction, donc. Et si vous regardez la grille d'évaluation, donc dans le monologue suivi, donc vous avez ces différents critères d'évaluation, un peu analyser avec un regard critique les textes sources, extraire et utiliser des informations importantes. Donc, capacité de compréhension utilisée pour la médiation, peut dégager le thème réflexion et introduire l'exposé, même type de choses, mais avec une vision synthétique sur la thématique des deux textes, peut élaborer une réflexion en relation avec le thème retenu, intégrant arguments et informations personnelles et tirés du dossier. Donc à la fois de la planification, de la médiation des arguments textuels, et enfin peut faire une présentation claire et organisée avec aisance, spontanéité et pertinence pour parvenir à une conclusion appropriée. Donc on est à la fois dans l'argumentation et dans la médiation textuelle. Ensuite, dans l'interaction, peut facilement préciser et défendre sa position en répondant aux questions, commentaires et contre-arguments, peut faciliter le développement de la discussion en recentrant et ou en élargissant le débat. Donc là, on est aussi dans la coopération, hein, on a vu que c'était une des compétences importantes du niveau C, hein. Peut choisir une expression convenable pour attirer l'attention ou garder l'attention de l'auditeur. Donc là, on est plus dans des compétences relativement simples sur le canal, enfin dans la fonction fatigue en gros du langage. Vous voyez, pour l'ensemble de l'épreuve, donc vous avez une évaluation à la fois en lexique, morphosyntaxe, maîtrise du système phonologique. Mais donc là, dans les deux premières séries de critères, on a à la fois des capacités, l'évaluation du développement de la capacité à interagir et de la capacité à médier un certain nombre de textes. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous montrer sur ce sujet-là. Vous aurez le temps de les lire en détail et d'y réfléchir. Mais vous voyez qu'il y a même si on faisait déjà ce type de choses, que la compréhension entraîne, enfin pour montrer qu'on a compris quelque chose, on va facilement vers de la médiation, hein, je veux dire c'est logique. Mais vous voyez que ça s'est quand même accentué avec la réforme de 2020. Donc, je vous avais dit qu'on terminerait par une petite ouverture, en fait, après avoir repassé un peu en revue ces différents niveaux du CECR. En fait, une chose qui est intéressante, c'est de regarder effectivement ce qui se passe du point de vue politique linguistique au Conseil de l'Europe. Ça, on développera, en fait, si vous suivez mon UE de politique linguistique au deuxième semestre. Et donc là, vous repérerez aussi dans les manuels qui sont fabriqués par le Conseil de l'Europe, un guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculum pour une éducation plurilingue et interculturelle. Donc là, on trouve un peu les mêmes auteurs, hein, avec Jean-Claude Béaco, donc on a regardé un peu les travaux. Hein. Donc l'intérêt, là, c'est de voir qu'en fait, ce cadre, avec ses différents niveaux, en fait, il est repris en fait, dans pas mal de systèmes éducatifs. Hein. On le retrouve par exemple, vous l'avez ici sur EduScol, vous allez retrouver en fait donc le site officiel du ministère de l'Éducation nationale française. Vous allez retrouver l'usage du cadre européen commun de référence avec ses 6 niveaux, etc. Hein, donc on le retrouve évidemment dans pas mal de lieux en fait des systèmes éducatifs européens.
Et donc l'intérêt des guides pour le développement et la mise en œuvre des curriculums pour une éducation plurilingue et interculturelle, c'est justement de montrer en fait comment on va faire converger ces systèmes européens. Et si vous regardez par exemple les échelles CITE, CITE, les échelles donc, qui décrivent en fait les différents niveaux des systèmes éducatifs du monde entier, jusqu'au niveau du doctorat. On pourra les regarder ensemble pendant la discussion sur ce cours. Hein. Vous verrez qu'elles ont été remodelées en 2011. Et on voit qu'en fait, on va introduire les langues vivantes à différents niveaux selon les systèmes des différents pays. Mais ça a aussi de plus en plus tendance à converger. C'est-à-dire qu'on va souvent maintenant faire une première langue vivante à l'école primaire, voire à la maternelle, puis introduire une deuxième langue vivante au niveau du collège ou du lycée. Donc c'est intéressant de voir comment tout ça, en fait, du point de vue convergence des systèmes et politique linguistique pour la constitution de l'espace européen, qui a d'ailleurs aussi un assez fort effet modélisateur sur d'autres systèmes éducatifs. C'est intéressant de voir comment ça a évolué dans les dernières années. Donc je vous propose, si vous avez un peu de temps, de regarder aussi de ce côté-là, et on en parlera beaucoup certainement au deuxième semestre, entre le guide pour l'élaboration des politiques linguistiques et le guide pour la mise en œuvre de curriculum pour une éducation plurilingue, donc qui fait partie des politiques linguistiques éducatives.